Une femme a osé danser avec son premier amour le jour de son anniversaire de mariage avec son mari, et les amis de son mari ont révélé toute la vérité. Profitez du spectacle. Je m'appelle Robert Benson. J'étais cadre intermédiaire dans une entreprise d'ingénierie qui concevait et fabriquait des machines pour des clients. Je savais que je n'avancerais probablement pas plus loin, car c'était une entreprise familiale et je n'en faisais pas partie. Finalement, certains événements ont rendu ma position dans l'entreprise insoutenable. Les gens me disent que je suis quelqu'un de bien, que j'ai un bon sens de l'humour, ou du moins c'est ce que j'avais. Je travaillais dur, subvenais bien aux besoins de ma famille et me souciais des autres. J'aidais quand c'était nécessaire et prenais mes responsabilités, ainsi que mon mariage, au sérieux. Il s'avère que j'étais le seul à le faire. Laissez-moi vous expliquer. Au lycée, j'étais légèrement au-dessus de la moyenne, pas un génie, mais grâce à un travail acharné, j'obtenais de bons résultats à mes examens. J'ai eu quelques altercations quand on me poussait trop loin, mais une fois les bagarres terminées, l'hostilité disparaissait. J'ai toujours eu un groupe d'amis masculins proches qui me soutenaient contre vent et marée. Je n'étais pas particulièrement beau, donc les femmes ne se précipitaient pas sur moi, mais celles que je trouvais attirantes appréciaient souvent la façon dont je les traitais. J'ai été élevé dans le respect des autres, surtout des femmes. J'acceptais un non comme réponse et ne me vantais jamais de mes rencontres intimes ni ne partageais leurs secrets, ce qui me valait davantage de confiance. Ironiquement, certaines de ces mêmes femmes sont devenues mes piliers de soutien pendant les moments difficiles, quand beaucoup de mes soi-disant amis m'ont quitté à cause d'accusations infondées. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que certains d'entre eux n'avaient jamais été de vrais amis. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai commencé à travailler chez Duquet tout en étant étudiant à temps plein en ingénierie. J'ai toujours eu une passion pour la collection de choses, d'abord les Duplo, puis les Lego, et plus tard la conception de machines assistées par ordinateur. Mes amis me taquinaient souvent en disant que j'aimais mes jouets, car j'étais toujours fasciné par les nouveaux gadgets. L'une de mes possessions les plus précieuses était une petite caméra discrète qui ressemblait à un badge. Je l'ai emportée avec moi un soir pour immortaliser ce que je pensais être un événement mémorable. Cette caméra, il s'est avéré, est devenue très utile plus tard, lorsqu'un scandale a éclaté, mais je m'avance un peu trop. À la fin de ma première année d'université, il y a eu une grande fête pour célébrer le début des vacances d'été. Mon ami Bill s'était attaché à une étudiante en soins infirmiers qui partageait son temps entre l'université et l'hôpital local. Il m'a convaincu de venir à la fête et de rencontrer ses amis. J'étais sceptique, pourquoi des étudiantes infirmières s'intéresseraient-elles à un étudiant en ingénierie alors qu'il y avait des médecins? À la fête, on m'a présenté Stéphanie, une amie de Bill, et par son intermédiaire, aux autres étudiantes infirmières. Je les ai complimentées une tâche facile car elles étaient toutes superbes et j'ai été surpris quand l'une d'elles, Carole, a commencé à me parler. Nous avons bu quelques verres et dansé, bien que mon manque de coordination ait probablement mis sa patience à l'épreuve. À mon grand étonnement, elle semblait apprécier ma compagnie, riant même de mes blagues maladroites. Carole était magnifique, environ 1m65, une silhouette élancée et des cheveux mi-longs qu'elle disait plus facile à gérer en travaillant avec les patients. À la fin de la soirée, elle a suggéré que nous nous revoyions. J'ai accepté avec enthousiasme. Je ne suis pas idiot, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous avons commencé à sortir ensemble et, peu de temps après, je ressentais des émotions que je n'avais éprouvées qu'une seule fois auparavant. J'avais aimé d'autres filles par le passé, mais Carole était différente, elle me coupait le souffle chaque fois que je la voyais. Elle me manquait terriblement quand nous étions séparés. Mes parents ont remarqué mon bonheur et m'ont taquiné à ce sujet, mais de manière bienveillante. Ils ont vu à quel point Carole comptait pour moi. Elle m'a même inspiré à étudier plus dur pour que je puisse devenir quelqu'un qu'elle pourrait respecter, et peut-être même aimer à l'avenir. Notre vie intime était bonne, sinon excellente, et nous discutions souvent de notre avenir ensemble. Carole rêvait de devenir infirmière diplômée et a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas d'enfants pendant sa carrière. Moi, en revanche, j'aimais l'idée d'avoir des enfants et pensais qu'ils n'entraveraient pas sa carrière, au contraire, je pensais qu'ils pourraient enrichir sa vie. Mais Carole était catégorique, et le sujet est devenu un point de discorde. J'ai demandé conseil à mes parents, qui m'ont encouragé à suivre mon cœur. Ma mère adorait Carole, la traitant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Mon frère Dan avait déjà un enfant et un autre en route, donc mes parents ne se sentaient pas sous pression pour avoir plus de petits-enfants. Carole était proche de sa sœur Carrie et lui rendait souvent visite 2 ou 3 fois par an. Carrie vivait à 2 heures de route, et l'emploi du temps de Carole,
travaillant de nuit puis ayant 5 à 7 jours de congé, rendait ces voyages réalisables. Carole m'assurait que je ne la manquerais pas beaucoup en raison de mon emploi du temps chargé, mais ce n'était pas vrai, elle me manquait profondément chaque fois qu'elle partait. Finalement, j'ai cédé à l'ultimatum de Carole concernant le fait de ne pas avoir d'enfant, et nous nous sommes mariés près de 3 ans après notre première rencontre, le 16 juin 2009. Bill était mon témoin et Stéphanie était la demoiselle d'honneur principale de Carole. À ce moment-là, Bill et Stéphanie n'étaient plus un couple. Stéphanie avait décidé qu'elle voulait plutôt épouser un médecin. Bill plaisantait souvent avec Stéphanie sur le fait qu'elle l'avait troqué contre un médecin lorsqu'ils sortaient ensemble, et je ne pouvais m'empêcher d'être d'accord avec lui. C'était amusant avec le recul. Le jour de notre mariage, Carole était absolument magnifique alors qu'elle avançait dans l'allée dans une robe de satin ivoire, me souriant tout le temps. Mon propre sourire ne quittait pas mon visage, et je suis sûr que les invités pensaient que j'avais l'air d'un idiot complet, complètement épris. Après le mariage, Carole a finalement emménagé dans ma maison, elle avait refusé de le faire auparavant. J'avais acheté la maison à mes grands-parents à un prix avantageux lorsque j'ai commencé à gagner suffisamment pour couvrir le prêt immobilier. Elle nécessitait beaucoup de travail, mais j'étais manuel. Au moment où nous nous sommes mariés, j'avais réalisé la plupart des améliorations nécessaires, bien qu'il restait encore quelques zones à moderniser. L'une des premières disputes que nous avons eues après le mariage concernait nos finances. Carole insistait pour garder son propre compte bancaire afin de ne pas dépendre de moi pour dépenser son argent. Elle a proposé que chacun de nous garde son propre compte et que nous ouvrions un compte joint pour les dépenses partagées comme les services publics, les vacances et d'autres factures, chacun contribuant en fonction de ses revenus. Je n'aimais pas l'idée, mais j'ai fini par céder et j'ai perdu cet argument aussi. Les premières années de notre mariage furent bonnes, sinon parfaites. Le cursus infirmier de Carole comportait souvent des événements et des réunions, et je m'efforçais d'y assister à la plupart. Cependant, j'en ai manqué quelques-uns en raison de voyages d'affaires. Pour être honnête, je me sentais souvent comme un étranger à ces rassemblements, toléré presque comme une blague. Stéphanie, la meilleure amie de Carole, était toujours présente à ces événements, car elles étaient très proches. Carole essayait de passer la plupart de son temps avec moi pendant les réunions, mais elle dansait aussi avec quelques médecins. Je n'y voyais rien de mal à l'époque. Au fil du temps, je suis devenu ami avec certains des autres maris, principalement parce que nous partagions un intérêt pour le golf. J'ai travaillé mon jeu et j'ai même réussi à réduire mon handicap à 6, ce qui les impressionnait. De temps en temps, je les rejoignais pour des week-ends de golf, dont certains coïncidaient avec les réunions de Carole ou les jours où elle rentrait de ses quarts de nuit. Carole rendait toujours visite à sa sœur Carrie 2 ou 3 fois par an, ce qui m'énervait un peu. Elle s'efforçait toujours de tout régler à la maison avant de partir, m'assurant qu'elle ne me manquerait pas, mais elle me manquait toujours. Carole parlait rarement de son travail ou de ses ambitions. Elle semblait satisfaite d'être une infirmière ordinaire et me disait qu'elle ne voulait pas de la responsabilité supplémentaire ou du manque d'interaction avec les patients qu'impliquaient les promotions. J'ai accepté que c'était sa vie. Socialement, nous planifions la plupart de nos activités autour de nos amis. Je voyais encore Bill et les autres occasionnellement, mais c'était surtout au pub local pour quelques verres. Carole nous rejoignait au fait lorsque ses quarts de travail le permettaient et semblait toujours heureuse d'être avec mes amis non médecins. Nous passions aussi du temps de qualité ensemble, faisant des promenades dans les collines, des week-ends à Glasgow ou Édimbourg et profitant de spectacles. Nos vacances se passaient dans de belles destinations balnéaires qui avaient aussi des sites intéressants à explorer. Carole était modeste dans son choix de maillot de bain, optant généralement pour des bikinis conservateurs. Une fois, j'ai suggéré qu'elle essaie quelque chose de plus révélateur, mais elle a refusé. Elle n'avait jamais envisagé non plus de visiter une plage naturiste, et je respectais ses préférences. Nous nous disputions rarement, et quand c'était le cas, c'était généralement à propos de désaccords mineurs. Si l'un de nous ne voulait pas quelque chose, nous en discutions jusqu'à ce que nous parvenions à un accord. Parfois j'obtenais gain de cause, parfois c'était elle. Notre amour et notre respect mutuel passaient toujours en premier. Rien n'était interdit pour nous en termes d'expérimentation, et même si nous n'apprécions pas tout, nous étions toujours ouverts à essayer de nouvelles choses. Chaque jour, je me retrouvais à l'aimer davantage, et notre 10e anniversaire de mariage approchait. Je voulais faire quelque chose de spécial pour Carole. J'ai parlé à Stéphanie de la réservation d'un dîner à l'hôtel et d'une soirée dansante. Elle était tout à fait partante et a promis de garder le secret. Certains de nos amis ont également exprimé le souhait de nous rejoindre. J'avais prévu d'en parler à Carole plus près de la date,
sachant qu'elle voudrait faire ses propres arrangements. Lorsque je lui ai finalement annoncé quelques jours avant l'événement, elle était ravie. En fait, elle était si excitée qu'il m'était difficile de sortir du lit le matin après que je lui ai dit. Carole a rapidement appelé Stéphanie et bientôt, j'ai appris que je serais aussi le conducteur désigné pour nous 4 ce soir-là. Le soir de la célébration, Carole m'a demandé de l'attendre en bas pendant qu'elle s'habillait. Quand elle est enfin descendue, j'ai été stupéfait, elle était absolument magnifique. Elle avait mis le paquet pour m'impressionner. Ses cheveux étaient coiffés de manière à exposer son cou, une partie que j'adorais embrasser. Elle portait une robe en satin lilas que je n'avais jamais vue auparavant, qui révélait la majeure partie de sa silhouette splendide. La robe s'arrêtait juste au-dessus de la mi-cuisse et elle portait des bas, ce qui était rare pour elle. J'étais captivé, la bouche ouverte et je bavais probablement. C'était mon incroyable femme, et à ce moment-là, je l'aimais plus que jamais. Mon cœur battait la chamade alors que je bégayais, « Carole, tu es incroyable. Je t'aime tellement. Je veux te faire l'amour tout de suite. Oublions l'hôtel, oublions nos amis, célébrons ici, Carole. » Elle a ri en s'approchant de moi, son sourire radieux illuminant la pièce. « C'est pour toi, dit-elle doucement, tu es le meilleur mari qu'on puisse désirer. Ce soir, je vais te taquiner toute la nuit et je ne danserai qu'avec toi. Quand nous serons de retour dans la chambre, je te ferai vibrer comme jamais. » Ces mots me laissèrent sans voix, elle me voyait vraiment de la même manière que je la voyais, et cela m'a submergé d'amour. Pendant le trajet pour aller chercher Stéphanie et son mari Brian, Carole m'a tenu la main et m'a souri tout du long. J'étais si heureux que c'est un miracle que je n'ai pas eu d'accident. Elle riait de moi chaque fois que je la regardais nerveusement. Nous avons récupéré Stéphanie et Brian, mais Brian n'avait pas l'air très joyeux. Ce n'était pas étonnant, il était médecin et, à en juger par son apparence, il semblait stressé. Mais rien de tout cela ne pouvait ternir mon excitation pour la soirée à venir. Brian et moi faisions partie de la même équipe de double de golf et, au fil des ans, nous avions souvent figuré dans le top 10, remportant même plusieurs fois. J'ai supposé qu'il passait juste une mauvaise journée. En tant que chirurgien traumatologue, parfois on gagne, parfois on perd, disait-il souvent. J'ai pensé que c'était juste un de ces jours et j'ai espéré que notre soirée ensemble le réconforterait. Que je savais peu de choses sur ce qui allait se dérouler. Avec le recul, je soupçonne qu'il savait déjà. Une fois arrivés à l'hôtel, nous avons déposé nos bagages dans nos chambres. Carole était inhabituellement affectueuse. Elle s'est approchée et a chuchoté, « Plus tard, je ferai de tous tes rêves une réalité. Je t'aime tellement. » Ces mots me remplirent de bonheur et d'impatience. Pendant ce temps, Stéphanie et Carole étaient entièrement absorbées par une conversation qui semblait inhabituellement émotionnelle. Stéphanie est restée aux côtés de Carole tout le temps, et toutes deux semblaient très excitées par la soirée. J'ai pensé que Stéphanie préparait peut-être quelque chose de spécial pour aider Brian à se détendre, il avait vraiment l'air d'en avoir besoin. Brian et moi, en revanche, avons parlé d'une prochaine compétition de golf à laquelle nous prévoyions de participer. Nous devions défendre notre titre. Mark et Grant, d'autres amis, ne prenaient pas la peine de concourir, ils préféraient jouer pour le plaisir, affirmant que leurs emplois étaient déjà assez stressants sans y ajouter de compétition. Personnellement, je soupçonnais que la vraie raison était que leurs femmes, Sarah et Amy, étaient incroyablement attirantes et qu'ils préféraient passer du temps seuls avec elles. Carole a refusé ma suggestion de retourner dans notre chambre avant la soirée avec un sourire malicieux, laissant entendre que certains de mes fantasmes pourraient se réaliser plus tard. Sur ce, nous nous sommes dirigés vers la discothèque de l'hôtel. Nous avons trouvé une table nichée près du mur du fond, près du bar mais suffisamment loin des enceintes pour que nous puissions parler confortablement. C'était un endroit parfait pour se détendre entre les danses et profiter de la soirée. Carole a clairement fait savoir à tout le monde qu'elle ne dansait qu'avec moi pendant les 90 prochaines minutes. Nous étions sur la piste de danse, nous arrêtant occasionnellement pour des boissons ou de l'eau pour moi, du vin pour elle. La soirée s'annonçait fantastique, mais tout a changé. Nous dansions quand j'ai soudain senti un tapotement sur mon épaule. Au moment où je me suis retourné, Carole a disparu de mes bras pour se retrouver dans ceux d'un autre homme. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Je suis resté là, stupéfait, en la regardant disparaître dans son étreinte. Elle avait l'air si heureuse, trop heureuse, et la façon dont elle le regardait était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il était complètement en contrôle pendant qu'il dansait, et Carole semblait complètement captivée par lui. Je suis retourné à notre table en trébuchant, me sentant pris au dépourvu.
Stéphanie, assise à proximité, a pris la parole, sa voix débordant de plaisir. « Robert, c'est si gentil de ta part de laisser Carole danser avec son premier amour. Elle l'avait même invité à votre mariage, mais il n'a pas pu venir. » Je me suis tourné vers elle sous le choc. Stéphanie m'a souri, mais ses yeux étaient remplis de mépris. C'était comme si elle savourait ma douleur. J'ai senti une vague de colère monter en moi. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je explosé, ma voix résonnant dans la pièce. Tout le monde s'est tourné pour me regarder, mais personne, à l'exception de Stéphanie, ne pouvait soutenir mon regard. Elle a promis qu'elle ne danserait qu'avec moi ce soir. C'est toi qui as organisé ça, Stéphanie. Tu lui as dit de prendre des dispositions pour ce soir. Vous saviez toutes les deux pour ce type, cet idiot. Qu'est-ce qu'elle a d'autre prévu? La pièce est devenue silencieuse alors que je fixais Stéphanie, exigeant des réponses. Les autres semblaient choqués par mon éclat, mais je m'en fichais. Carole a dû m'entendre parce qu'elle est soudainement apparue à mes côtés, tirant mon bras. Son visage était grave, et je savais que ce qu'elle avait à dire ne me plairait pas. Elle m'a entraîné dans le hall de l'hôtel, loin des autres. Dire que ma soirée est passée de mauvaise à catastrophique serait un euphémisme. Carole a parlé fermement, son ton froid et inflexible. « Robert, l'homme avec qui j'ai dansé est Bruce Bénin. Il est mon premier et seul amour. » J'ai senti l'air quitter mes poumons alors que je suffoquais, luttant pour respirer. Carole a continué sans hésitation, ses mots me transperçant. « Nous étions ensemble avant que je te rencontre. Nous sortions ensemble plusieurs fois par an, mais il étudiait pour devenir neurochirurgien pédiatrique, donc nous ne pouvions pas être ensemble. Quand je t'ai rencontré, il était heureux pour moi. Il a dit que tu étais un homme bon, honorable et décent, et tu le es. J'ai aimé notre temps ensemble, Robert, mais j'ai toujours aimé Bruce. » Sa voix n'a pas tremblé, mais la mienne l'a fait alors que je balbutiais. « Quoi, qu'est-ce que tu dis ?» Carole a insisté, ignorant mon désespoir grandissant. « C'est lui la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir d'enfant avec toi. Cela aurait été cruel de te blesser encore plus quand je serais parti et les aurais emmenés avec moi. Bruce est maintenant le chef du service de neurochirurgie à l'hôpital de Leeds, et je pars avec lui. » Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait la chamade, ma vision se brouillait et ma tête bourdonnait. La femme que je pensais aimer, non, la femme que je savais aimer, se tenait devant moi, déchirant la vie que nous avions construite ensemble. « Je suis désolé que tu sois si blessé, » a-t-elle ajouté, comme si cela allait arranger les choses. Mais pendant que nous étions ensemble, je me suis donné à toi complètement. Je me suis assuré que tu ne saurais jamais que j'aimais quelqu'un d'autre. Si Bruce n'était pas revenu, j'aurais été heureuse de rester ta femme pour toujours. Ces mots m'ont brisé. J'ai vomi là, dans le hall de l'hôtel, ruinant le merveilleux dîner que nous avions eu plus tôt. En m'essuyant la bouche, j'ai remarqué Stéphanie qui me regardait avec un sourire suffisant. D'autres regardaient sous le choc. Puis je l'ai vu, Bruce Bénin, marchant vers nous. Quelque chose en moi a cédé. Je me suis tourné vers Carole, ma voix tremblante de rage. « Tu es une femme vile, menteuse et manipulatrice. Donne-moi tes bagues de mariage et de fiançailles maintenant. Si tu ne le fais pas, je jure que je te les arracherai du doigt moi-même. » Tout le monde autour de nous avait l'air horrifié par mon éclat. Cela ne me ressemblait pas, mais rien de cette nuit n'était normal. Bruce s'est approché, mais j'ai pointé un doigt vers lui et j'ai grogné. « Reste à l'écart, ou je ferai en sorte que tu n'utilises plus jamais tes mains. »« Tu es un idiot, » ai-je ajouté. Il s'est figé, clairement surpris par ma menace, et a regardé les autres comme s'il cherchait du soutien. J'ai continué, ma voix montant. « Tu as couché avec ma femme. Tu as exigé qu'elle m'humilie devant tout le monde, et ses soi-disant amis, ils apprécient chaque instant. Vous êtes tous de la racaille. Combien d'entre vous trichent? Combien de mariages voulez-vous détruire pour votre amusement? Même les femmes de petite vertu ont plus de décence que n'importe lequel d'entre vous. » Je me suis retourné vers Carole, ma colère rayonnant de moi par vagues. Ma voix a monté alors que je criais « Les bagues !» Mes tempes pulsaient visiblement, et je pouvais sentir la fureur me parcourir comme jamais auparavant. Pendant un bref instant, j'ai vu la peur apparaître sur son visage alors qu'elle réalisait le danger dans lequel elle se trouvait. Sans un mot, elle a enlevé les bagues et a commencé à pleurer, mais je m'en fichais. J'ai attrapé les bagues de ses mains tremblantes et je suis parti en trombe. Je suis allé directement dans notre chambre, j'ai ramassé mes affaires et j'ai rendu la clé de la chambre à l'administrateur de la réception. L'administrateur,
qui avait clairement été témoin de la scène précédente, avait l'air mal à l'aise. Cette femme de petite vertu paiera la chambre, ai-je dit froidement avant de partir. Avec le recul, j'ai honte de ne pas m'être excusé d'avoir vomi dans le rôle. Au moins, ce n'était pas sur le tapis. Mais à l'époque, j'étais trop furieux pour m'en soucier. Je savais que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cet hôtel. Le trajet de retour est un flou. Mes pensées étaient un tourbillon de rage, de trahison et d'incrédulité. Je ne me souviens même pas comment je suis rentré chez moi. Une fois arrivé, cependant, j'ai commencé à me calmer légèrement, suffisamment pour réfléchir rationnellement à ce que je devais faire ensuite. La première chose que j'ai faite a été d'aller au garage et de désactiver le portail automatique, sachant que Carole pourrait en avoir une télécommande. Puis j'ai attrapé une boîte de sacs poubelles et me suis dirigé vers notre chambre. J'ai systématiquement commencé à retirer ses affaires des placards, les jetant dans les sacs. J'ai également vidé le contenu de ces boîtes dans les sacs. En fouillant l'un des tiroirs inférieurs, j'ai trouvé 2 clés scotchées ensemble, une pour un coffre-fort personnel et une autre pour un coffre-fort bancaire. Intrigué, je les ai empochés et j'ai continué ma tâche. J'ai pris tous les bijoux que je lui avais jamais offerts dans sa boîte à bijoux et j'ai jeté la boîte elle-même dans les sacs. Puis je suis allé à notre classeur et j'ai pris tous ses documents personnels. Parmi eux, j'ai trouvé son carnet de mots de passe et les copiés. Rien ne l'a lié explicitement à Bénin, mais j'étais déterminé à tout savoir. Au moment où j'ai terminé, il était presque 2 heures du matin, mais mon esprit ne se reposait pas. Mon cœur battait toujours la chamade, bien que moins intensément qu'auparavant. J'ai cherché en ligne des informations sur les garde-meubles locaux, car Carole en avait mentionné un en passant auparavant. Il y en avait 3 en ville, tous ouverts 24h24 et 7h7. J'ai trouvé celui que je cherchais, il avait une icône en forme de clé clairement affichée sur sa page d'accueil. Attrapant une paire de gants en latex pour éviter de laisser des empreintes digitales, je me suis rendu au garde-meuble. Ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a causé une douleur que je n'aurais jamais cru possible. Je pensais savoir ce qu'était le chagrin, mais cela a réduit mon âme en 1000 morceaux. Le garde-meuble était rempli de boîtes de dossiers et de 2 armoires verrouillées. J'ai utilisé mes compétences d'ingénieur pour crocheter les serrures, bien qu'une partie de moi l'ait presque regretté. La première armoire contenait les plans détaillés de Carole pour moi. En feuilletant les documents, je n'en croyais pas mes yeux. Qui était cette femme? La deuxième armoire contenait des dossiers sur Bénin, des documents qui confirmaient tout ce que j'avais soupçonné de lui, c'était un narcissique de la pire espèce, sans cœur et dépravé. Il était clair que la seule personne dont il se souciait vraiment était lui-même. Mon appareil photo, que je portais toujours pour le travail, était à court de batterie, alors je suis retourné à la voiture pour récupérer un chargeur portable. J'ai tout documenté à l'intérieur du box de stock. Edge, chaque dossier, chaque détail, afin d'avoir des preuves de ce que j'avais découvert. Quand j'ai eu fini de tout photographier, il était 7 heures du matin. J'ai soigneusement refermé les armoires à clé pour que personne ne sache que j'y étais allé, et j'ai quitté le box, épuisé et moralement brisé. Je suis allé dans un café voisin pour prendre le petit déjeuner. Tandis que je sirotais mon café, mon esprit était bouleversé par ce que j'avais découvert. Parmi les documents figuraient des plans pour contourner le contrat de mariage que ses parents avaient exigé. Au lieu d'accepter les 10% stipulés dans l'accord, Carole, probablement sous les instructions de Bénin, avait l'intention de tout me prendre. Elle ne voulait pas seulement me voler financièrement, elle voulait me détruire complètement. Je savais que je ne pouvais pas la confronter directement, pas encore. Si elle réalisait ce que je savais, elle ajusterait ses plans. En rentrant chez moi, les paroles de la malédiction des flyers résonnaient dans ma tête, un écho amer de ma situation. Une fois rentré, j'ai remis les clés à leur cachette d'origine pour que Carole ne soupçonne pas que je les avais trouvées. Ensuite, je suis allé à la quincaillerie acheter de nouvelles serrures pour la maison. Carole n'avait pas ses clés avec sa pochette à l'hôtel, mais je ne voulais prendre aucun risque. Mon prochain arrêt fut la banque pour enquêter sur le mystérieux coffre-fort. À mon étonnement, il contenait des obligations d'une valeur considérable, tout au nom de Carole. Je les ai également photographiées, me demandant comment elle avait acquis une telle richesse. Qui était cette femme que j'avais épousée? Plus j'en découvrais, moins je la reconnaissais. À peine rentré chez moi, j'ai reçu un SMS de Carole. Elle voulait passer prendre sa voiture. Ma réponse fut froide et directe, ta voiture? La voiture en question est louée à mon nom et c'est moi qui la paie, puisque ton salaire est si maigre.
Je l'utiliserai pendant les 8 prochaines semaines, jusqu'à la fin du bail. Tes affaires sont dans des sacs, si tu ne les ramasses pas, je les brûlerai. En fait, je vais acheter de la paille pour bourrer ta robe de mariée et la brûler en faisant semblant que c'est toi. Les serrures et le code d'alarme ont été changés. N'amène pas cet homme, il n'aimera pas l'issue. Quelques instants plus tard, sa sœur m'a appelé en hurlant de manière incohérente. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Je n'avais pas réellement l'intention de brûler sa robe de mariée, mais sa réaction à ma menace a confirmé à quel point elle était importante pour elle. L'image de Carole portant l'alliance de ma famille et épousant Bénin dans sa robe de mariée a traversé mon esprit. Ma colère a explosé. J'ai attrapé sa robe de mariée, l'ai emportée dehors et y ai mis le feu. Les flammes ont consumé magnifiquement le tissu, tout comme je voyais maintenant notre mariage réduit en cendres. 1 heure plus tard, Carole est arrivée avec Stéphanie et Brian. Brian s'est approché de moi tranquillement. « Robert, comment vas-tu » J'ai lâché un rire amer, un rire qui ressemblait à celui de César après avoir été poignardé par ses plus proches amis. J'ai jeté un regard furieux à tous, ma voix s'élevant alors que je criais « Qu'est-ce que vous croyez, bordel ?» Je suis furieux contre vous tous d'avoir couvert ces actes, de ne pas avoir eu la décence de me dire ce que vous saviez clairement. Furieux contre moi-même d'avoir cru en cette femme. Carole a tressailli à mes mots, visiblement contrariée quand je l'ai qualifiée de femme de petite vertu. Pourtant, elle semblait toujours s'attendre à ce que je me comporte civilement avec elle. « Robert, je sais que tu souffres, mais ce n'est pas toi, dit-elle, son ton presque réprobateur. Tu as ruiné le négligé que j'allais porter pour Bruce, ce n'était pas nécessaire. Je vais juste prendre mes affaires et quand j'aurai fini, je te laisserai tranquille. Je sais que je t'ai fait du mal et je suis tellement désolé, mais j'ai toujours aimé Bruce. Tu seras plus heureux avec quelqu'un qui t'aime vraiment et qui pourra te donner la famille que tu as toujours voulu. Tu es une personne spéciale et j'ai vraiment apprécié notre temps ensemble. Si je n'avais jamais rencontré Bruce, j'aurais été si heureuse avec toi. Puis-je au moins prendre l'alliance ? Ce serait un beau souvenir de ce que nous avons partagé. Je l'ai fixé, ma colère maintenant glaciale. Pas question, dis-je, ma voix coupante comme de l'acier. Cette bague est transmise dans ma famille depuis des générations. Ma mère adorait la façon dont elle t'allait, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Je ne leur ai pas encore dit quelle fille de la haute société sournoise et manipulatrice tu étais vraiment. Carole a tressailli sous la force de mes mots, sa confiance visiblement ébranlée. Pendant ce temps, Brian et Stéphanie aidaient à charger les sacs poubelles remplis ses affaires dans leur voiture. Carole a hésité avant de demander « Et ma robe de mariée ?» J'ai pointé du doigt le brasero fumant dehors. « Vérifie le feu », dis-je sans détour. Carole a éclaté en sanglots en voyant les cendres de sa robe de mariée. Stéphanie, toujours prête à défendre son amie, m'a sifflé « Tu es un idiot ». J'ai riposté « Non, Stéphanie, tu l'as couverte toutes ces années. Elle ne portera pas cette robe pour épouser cet homme maintenant. Ces cendres sont les cendres de mon mariage, de ma vie. » Brian, bien que choqué par mon explosion, n'a pas défendu Carole. De tous, il était le seul à avoir l'air réellement gêné. Quand Carole s'est finalement calmée, elle a demandé si elle pouvait vérifier si j'avais manqué quelque chose dans la maison. J'ai accepté. Pendant qu'elle cherchait, je me suis tourné vers Brian et je lui ai dit « Nous ne défendrons plus aucun titre. C'est fini. » Il a hoché la tête avec une compréhension silencieuse. Carole est descendue quelques minutes plus tard. Sa voix était douce mais résolue quand elle a dit « Robert, je suis vraiment désolé. J'ai toujours aimé Bruce. Quand tu divorceras de moi, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites, quelqu'un qui te donnera la famille dont tu as toujours rêvé. Je tiens vraiment à toi et je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal, mais c'est pour le mieux. » Sur ce, ils sont partis. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, regardant leur voiture disparaître dans la rue. Comme prévu, Carole avait besoin des clés cachées que j'avais découvertes, mais je les avais déjà remises à leur place pour éviter les soupçons. Épuisé, je suis allé me coucher et me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. J'ai été réveillé en sursaut par un appel téléphonique de ma mère. Avant même que je puisse parler, elle s'est lancée dans une diatribe « Robert, je n'aurais jamais cru que tu porterais la main sur une femme. » Carole nous a montré des photos de ses blessures et a expliqué pourquoi elle t'avait quitté. J'étais furieux, maman, tu as été trompée, tout comme j'ai été trompé pendant les 13 dernières années. Elle a couché avec cet idiot pendant tout ce temps et essaie de me piéger pour tout me prendre.
Je ne sais plus qui elle est, l'ai-je jamais vraiment connue? Et que ce soit clair, je n'ai jamais porté la main sur elle. Toi et papa m'avaient mieux élevé que ça. As-tu déjà entendu quelqu'un dire le contraire? Même hier soir, quand j'avais tellement envie de lui briser le cou, je ne l'ai pas fait. Tu peux la croire ou tu peux me croire, mais garde ceci à l'esprit, la vérité éclatera et si tu prends son parti, tu me perdras pour toujours. J'ai raccroché, furieux des extrémités auxquelles Carole était prête à aller. Les lignes de bataille étaient tracées et la guerre avait commencé. Ce soir-là, je suis sorti dîner pour me vider la tête et je suis rentré chez moi déterminé à m'organiser. Comme on dit dans les émissions policières, suivez l'argent. C'est exactement ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite a été de clôturer notre compte joint. Ce que j'y ai trouvé était très intéressant, plus de preuves de sa trahison. J'étais content d'avoir copié son carnet de mots de passe plus tôt, car il s'est avéré inestimable. J'ai passé le reste de la soirée à tout trier, changeant tous mes propres mots de passe au fur et à mesure. Plus j'en découvrais, plus ma colère montait. Il est devenu clair qu'à chaque fois que Carole rendait visite à sa sœur, ou quand j'allais à des compétitions de golf ou en vacances avec des amis, elle avait couché avec Bénin. Comment n'avais-je pas vu cela? Comment avais-je pu être si aveugle? Pourquoi n'avais-je pas soupçonné ne serait-ce qu'une seule liaison? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Comment a-t-elle pu me faire ça? Le lundi matin, j'étais de retour au bureau tôt. Je voulais vérifier mes heures de congés accumulées et mes vacances annuelles. Sandra, notre responsable RH, arrivait toujours tôt. Elle m'a vu et a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Nous avions eu une histoire il y a des années, nous nous étions rapprochés, mais elle y avait mis fin parce qu'elle estimait que je méritais quelqu'un qui puisse répondre à mes besoins. Sandra était une personne merveilleuse, mais très réservée et effrayée par l'intimité. Elle était toujours célibataire et j'entendais rarement parler d'elle sortant avec quelqu'un. Sandra s'est approchée de moi, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Robert, que s'est-il passé? Je ne t'ai jamais vu aussi triste. » Je lui ai offert un sourire vide et creux, mon monde s'est effondré. Vendredi était censé être une soirée d'anniversaire romantique, mais c'est devenu la pire nuit de ma vie. Carole a tout arrangé pour que son amant puisse m'humilier devant tout le monde. J'ai découvert qu'elle sortait avec lui et couchait avec lui pendant ses pauses de 5 à 7 jours après les nuits de travail, 2 ou 3 fois par an. J'ai gâché 13 ans avec une tricheuse qui aimait quelqu'un d'autre pendant tout ce temps, et maintenant elle m'accuse de violence physique, essayant de me détruire complètement. Je n'ai jamais porté la main sur une femme de ma vie. Je ne sais pas qui elle est devenue, ni si je l'ai jamais vraiment connue. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider quoi faire, peut-être même de consulter un thérapeute. Sandra avait l'air choquée. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Robert, je sais que tu ne frapperais jamais une femme. Depuis notre rupture il y a des années, je me suis détesté d'avoir abandonné quelqu'un d'aussi décent et attentionné que toi. Quoi que disent les autres, je croirai toujours en toi. Voici mon numéro et mon email, appelle-moi si tu as besoin d'aide ou juste de parler. Tu as été si gentil avec tant de femmes au fil des ans, aucune d'entre elles ne croira les accusations de cette menteuse. Ces mots m'ont donné une lueur d'espoir, mais elle fut éphémère. Je venais de retourner à mon bureau quand mon patron m'a appelé dans son bureau. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai vu qu'il était mécontent. Robert, commença-t-il, Carole est venue chez moi hier. Elle m'a montré des photos de ses blessures. J'étais furieux, monsieur Dor, vous me connaissez depuis des années et vous êtes toujours prêt à croire une tricheuse menteuse et manipulatrice plutôt que moi? Très bien, renvoyez-moi ou je pars tout de suite. J'ai 9 semaines et demie de congés payés et cela couvrira largement ma période de préavis. Ne vous attendez pas à ce que je revienne pour apprendre à vos enfants à faire le travail. Laissez-les faire échouer l'entreprise s'ils le veulent. Sans attendre de réponse, j'ai quitté son bureau, rédigé ma lettre de démission, les signer et les envoyer par courrier interne. En sortant du bâtiment, j'ai surpris les expressions choquées de mes collègues. Ils ne pouvaient pas croire la fureur que j'affichais. C'était tellement inhabituel pour moi, mais plus rien dans ma vie ne semblait normal. J'ai passé le reste de la matinée à m'occuper des questions pratiques. À partir des registres financiers de Carole, j'ai découvert que elle avait séjourné plusieurs fois dans un hôtel à 3 heures de route au cours des 18 derniers mois, sous prétexte de rendre visite à sa sœur. Il semblait que la tromperie était une affaire de famille. Déterminé à découvrir toute l'étendue de sa trahison, j'ai fait ma valise et pris la route.
Le trajet fut étonnamment agréable, en partie parce que je conduisais la voiture que Carole m'avait exigée, et en partie parce que cela me laissait le temps de réfléchir. Lorsque je suis arrivé sur le parking de l'hôtel, je doutais qu'ils acceptent ma demande, mais je sentais que je devais tenter ma chance. Après m'être enregistré dans ma chambre et y avoir déposé mes bagages, je suis retourné à la réception et ai demandé à parler au directeur. L'employé au comptoir eut l'air inquiète, pensant que quelque chose n'allait pas avec ma chambre, mais je la rassurai en lui disant que non. J'ai juste une requête spéciale pour le directeur, expliquai-je. Le directeur arriva peu après et je lui expliquai ma situation. Comme prévu, il me dit qu'il ne pouvait pas m'aider sans une ordonnance du tribunal. J'avais anticipé cela et répondis, cet idiot avec qui elle était à escroquer une autre femme de cette ville de la même manière. Il compte me faire la même chose. Les oreilles de la réceptionniste se dressèrent à mon commentaire. Après le départ du directeur, elle se pencha et dit doucement, « Je connais le couple dont vous parlez. Ils sont venus ici de nombreuses fois. C'est un homme répugnant. Je suis une vieille amie de la femme que vous avez mentionnée. Elle est harcelée sans relâche par cet idiot. Il veut qu'elle vende tout pour mettre la main sur son argent. Je peux appeler l'avocate qui l'a aidée. Elle est sacrément douée. Même le shérif a cru à son histoire, mais les photos qu'il a fournies lui ont donné gain de cause. Elle peut vous aider à obtenir une ordonnance du tribunal. » Je hochai la tête, reconnaissant. « Merci. Je serai heureux d'aider votre ami si je le peux. » Si Carole était juste partie avec l'accord prénuptial intact, j'aurais pu laisser tomber. Mais ils veulent détruire ma vie. Ils ont choisi la mauvaise personne à tromper. 15 minutes plus tard, j'étais assis dans un bureau, parlant à une avocate nommée Heather Morrison. Elle était énergique, directe et n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait. Alors que j'expliquais ma situation et partageais les informations que j'avais découvertes, elle demanda, « Avez-vous ces preuves avec vous ?» Je hochai la tête. « C'est sur ma clé USB et mon appareil photo. Je les ai aussi organisées et stockées sur mon ordinateur portable, de retour à l'hôtel. » Heather parut satisfaite. « Si vous pouvez être ici demain matin à 7h30, nous examinerons tout et nous nous dirigerons vers le tribunal à 8h30. Je pense que je peux convaincre le shérif d'émettre un mandat pour les bandes de surveillance de l'hôtel. » Sa confiance me donna de l'espoir. D'après ce que j'ai trouvé, cet homme semble préférer cette chaîne d'hôtels. Il y a 3 autres femmes qu'il a escroquées en utilisant le même stratagème. Je ne suis pas sûr de ce que Carole sait ni de son implication, mais je suis prêt à me battre contre elle avec tout ce que j'ai. Heather sourit d'un air entendu. « Je serai votre avocate si vous le souhaitez. Cet homme sera terrifié quand il me verra. Il saura qu'il est dans de graves ennuis, de très graves ennuis. » Pour la première fois depuis vendredi soir, j'ai ri d'un vrai rire sincère. La confiance d'Heather était contagieuse et, un instant, j'ai eu l'impression de ne pas avoir perdu toute foi en l'humanité. Le lendemain matin, je suis arrivé à son bureau comme prévu. À ma surprise, un autre homme y attendait. Heather le présenta comme Jim, le père d'une femme nommée Betsy. Jim, qui avait lui-même été trompé par Benin, se pencha en arrière sur sa chaise et prit une profonde inspiration après avoir examiné la carte SD que j'avais remise à Heather. La carte contenait toutes les preuves que j'avais recueillies, y compris des documents concernant Betsy, une autre victime des stratagèmes de Benin. Jim déclara fermement, « Je le savais. La meilleure chose à faire est de faire disparaître cet idiot. Le monde serait un meilleur endroit sans lui. » Heather et moi nous sommes rendus au tribunal, où elle s'est approchée du greffier pour expliquer la raison de notre présence. Je pensais que nous devrions parler directement au shérif, mais Heather a donné plus de détails au greffier que ce à quoi je m'attendais. 15 minutes plus tard, un homme qui était assis au fond du bureau s'avança et dit au greffier, « Janine, appelle Betsy et dis-lui de ne pas payer un centime à cet homme ni de vendre sa maison. Je vais intenter une action en justice en son nom. » Puis il se tourna vers Heather et lui tendit le mandat dont nous avions besoin. « Heather, voici votre mandat. Il couvre tous les hôtels de la chaîne. Vous pouvez dire à Marvin que s'il hésite, je le mettrai en prison. » Il sortit, me laissant stupéfait. Heather remarqua mon expression et rit, « C'est le shérif Griffiths. C'est un vieil homme sage qui croit que la vérité est plus importante que la loi. Allons à l'hôtel et remettons Marvin à sa place. » Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, Marvin, le directeur, a voulu appeler son patron, mais Heather fut si intimidante qu'il céda et obtempéra. Le chef de la sécurité fut convoqué et le mandat lui fut remis.
J'avais tenu des registres méticuleux de chaque date où Carole prétendait rendre visite à sa sœur pendant notre mariage, et nous avons recoupé ces dates avec les registres de l'hôtel. Il ne fallut pas longtemps pour trouver des réservations sous les noms de Monsieur et Madame T.R. Bénin. Bientôt, nous avons eu des séquences vidéo de Carole et Bénin dînant ensemble et entrant dans des chambres d'hôtel en couple. Nous avons découvert 26 réservations supplémentaires dans divers hôtels de la même chaîne, bien qu'il n'y ait pas eu de registre plus ancien que 18 mois. Heather était très satisfaite de ce que nous avions trouvé. Une vidéo en particulier attira mon attention, et Heather sembla l'apprécier également. Elle prit des notes à son sujet. Marvin nous assura que tous les documents et fichiers vidéo seraient traités et livrés à Heather rapidement. De retour à son bureau, Heather commença à élaborer une stratégie. Robert, j'ai réfléchi à ça. Nous devons les laisser initier la procédure de divorce. Si vous déposez une demande de divorce pour cause d'infidélité, ils riposteront avec des accusations de violence conjugale et utiliseront ces photos contre vous. Ils auront l'avantage de parler en second, ce qui rendra plus difficile de démasquer leurs mensonges. Laissez-les déposer la demande en premier. Ils devront présenter leurs preuves et nous démantèlerons leur dossier pièce par pièce. Les autres femmes que vous avez mentionnées peuvent nous aider à détruire cet homme et ses stratagèmes. Je retrouverai Samantha Weissman et découvrirai son rôle dans tout cela. J'organiserai également toutes les informations financières que vous avez fournies. Je hochai la tête, bien que je me sente émotionnellement épuisé. J'ai besoin d'une pause. Je ne sais même plus ce que je ressens. Une partie de moi veut lui casser les bras pour qu'il ne puisse plus jamais faire ça, mais je dois aussi me concentrer sur la recherche d'un emploi, si tant est que quelqu'un embauchera un homme accusé d'avoir battu sa femme, même si l'accusation est fausse. Je ne suis pas une star du football. Heather sourit d'un air rassurant. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons la vérité et nous le ferons payer. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Ces mots me donnèrent une petite lueur d'espoir. Trouver la preuve de sa tromperie avec ces autres femmes m'a aidé. Cela m'a fait réaliser que je n'étais pas le seul qui l'avait trompé. En les aidant, je peux aussi m'aider moi-même. Je ne me sens plus aussi inutile. Je suis resté quelques nuits de plus en ville avant de reprendre la route. J'ai décidé de prendre de courtes vacances pour me vider l'esprit dans le Staffordshire. J'ai fait un tour de montagne russe qui a fait des merveilles pour soulager mon stress. De là, je me suis dirigé vers le nord pour explorer les magnifiques paysages autour d'Inverness. J'ai parcouru la North Coast 500 et exploré plus tard le Grampian 250. L'un des points forts du voyage fut le Glenlivet Smuggler Tour, où j'ai dégusté du whisky Glenlivet moderne dans une cabane au cœur des Highlands. Bien que j'ai vécu près de ces lieux pendant des années, je ne les avais jamais visités auparavant. Les paysages envoûtants m'ont offert des moments de paix, des moments où je pouvais arrêter de penser à la trahison et me concentrer sur la beauté qui m'entourait. Mais peu importe où j'allais, une grande partie de moi se sentait toujours profondément blessée. Cette douleur ne m'a jamais quitté. Lorsque la fin de la période de location de voitures approcha, je suis finalement rentré chez moi. Je m'attendais à trouver ma pelouse et mon jardin à l'abandon, envahis par la végétation et sauvages. À ma surprise, ils étaient impeccables, bien entretenus et florissants. Mon voisin Gordon est venu me voir quand il m'a vu entrer dans l'allée. « L'homme est de retour », dit-il avec un grand sourire. « Comment vas-tu » J'ai ri, bien que ce fût un rire forcé. « Aussi bien que possible, je suppose. »« C'est toi qui as fait tout ça ?» Il sourit. « Pas seulement moi. Sandra est passée et m'a parlé un peu de votre situation. Elle était inquiète pour vous, ainsi que quelques autres femmes. Nous avons tous mis la main à la pâte pour entretenir votre jardin. » J'étais stupéfait. « Sandra ? Je n'aurais jamais cru Carole capable de ça, elle aurait dû être actrice. Mais Sandra, elle est vraiment passée ?» Gordon hocha la tête. Elle était sincèrement inquiète. Elle n'a pas dit grand-chose, mais il était clair qu'elle se souciait de vous. Ne soyez pas surpris si des personnes officielles frappent bientôt à votre porte. Il y en a eu quelques-unes qui sont passées ces derniers jours. Je le remerciai et l'invitai à prendre une bière. Une fois que j'eus fait les courses, nous nous sommes assis sur la terrasse à discuter. Quand la sonnette retentit, je m'excusai et ouvris la porte pour trouver un coursier. Il me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce. Je souris au papier, puis souris et lui dis, « J'espère que le juge déteste les menteurs dans son tribunal. » J'ai appelé Heather qui m'a demandé de scanner les documents et de les lui envoyer par email.
Elle m'a assuré qu'elle s'occuperait de toutes les réponses légales. Heather semblait très satisfaite, mais n'expliqua pas pourquoi. Quand je lui ai demandé, elle a dit « Moins vous en savez, moins vous risquez de dire des choses par inadvertance à d'autres. » 7 semaines plus tard, j'attendais devant le palais de justice avec Heather pour son audience de divorce. Jim était avec elle et semblait incroyablement heureux. Il m'a serré chaleureusement dans ses bras. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, je me suis assis à côté d'Heather et derrière nous se trouvaient Sandra, Josie, Michaela, Gordon, Bill et quelques autres amis venus me soutenir. Mon frère Dan m'avait appelé plusieurs fois ce matin-là pour m'encourager. Malheureusement, il ne pouvait pas être présent à cause du travail. Il s'était brouillé avec nos parents qui avaient choisi de croire Carol plutôt que moi. Cela ne me surprit pas de voir les collègues médecins de Carol, Stéphanie et Amy, là pour la soutenir. Bénin était assis à côté de Carol, souriant comme un idiot, mais son assurance se brisa au moment où Heather et Jim entrèrent dans la salle d'audience. J'avais le fort pressentiment que Jim avait un plan de secours pour lui au cas où le tribunal ne gérerait pas les choses de manière appropriée. Mes parents étaient également là pour soutenir Carol. J'ai évité leur regard et refusé de regarder Carol, même quand je sentais son regard sur moi. Bill, dans son style habituel et sans filtre, la décrivit bruyamment comme une femme très bien habillée, de mœurs légères. Son commentaire n'était pas subtil et j'imaginais les regards furieux qu'elle et Stéphanie lui lancèrent en réponse. L'audience commença. Et l'avocate de Carol, Miss Johnston, prit la parole. Elle respirait la confiance en commençant « Ma cliente demande l'annulation d'un contrat de mariage qui la limiterait à seulement 10% de la valeur de leur bien commun. Bien que ma cliente admette avoir commis l'adultère, cela n'est survenu qu'après avoir subi des années de violence physique de la part de Robert Benson tout au long de leur mariage. Elle demande le divorce pour cause de violence conjugale et sollicite un partage des biens en sa faveur. Ces documents décrivent les biens du mariage au moment de leur séparation. Elle tendit une copie à Heather, et le greffier en passa une autre au juge. Heather ne put réprimer un rire en parcourant les documents, ce qui fit lever un sourcil au juge. Heather se leva et s'adressa à la cour, « Monsieur le juge, en raison des actions de Carol Benson, la médiation n'a pas été possible avant aujourd'hui. Je suis certaine que vous comprendrez pourquoi, au fur et à mesure que les preuves seront présentées. Miss Johnston et moi avons eu des discussions limitées concernant les preuves qui seront soumises. Elle a demandé la permission de présenter son dossier intégralement avant que je ne contre-interroge les témoins. J'accepte, à condition que je reçoive le consentement judiciaire pour réinterroger ces témoins par la suite. Sans cet accord, je les contre-interrogerai au fur et à mesure qu'ils comparaîtront. » Le juge y réfléchit quelques instants. « C'est très inhabituel, dit-il, cependant, je comprends le désir de Miss Johnston d'éclairer pleinement le dossier de sa cliente. Je l'autoriserai et vous accorderai le droit de contre-interroger les témoins après la fin de son interrogatoire. » Heather hocha la tête et poursuivit sa déclaration liminaire, « Mon client demande la pleine exécution du contrat de mariage. De plus, nous demandons à la Cour de considérer une réduction de toute indemnité pour la demanderesse en raison de son parjure volontaire, qui a non seulement tenté d'éviter de rendre des comptes pour son adultère, mais visait également à détruire la réputation, le caractère et l'avenir de mon client. Les actions de Carol Benson ont été délibérées, calculées et visaient à ruiner un homme décent et attentionné, quelqu'un qui ne lui ressemblait absolument pas, ni à son amant, une paire de menteurs insidieux. De plus, nous demandons une pension alimentaire pour Monsieur Benson, car ces mensonges ont fait perdre à mon client son emploi, ses amis et même la relation étroite qu'il entretenait autrefois avec ses parents. Il n'y a jamais eu d'acte de violence conjugale, et nous le prouverons. » Heather s'assit, un petit sourire confiant sur le visage. Elle était prête à achever l'affaire. Carol fut appelée à la barre des témoins. Je sentais son regard sur moi, mais je gardais le mien fixé droit devant, refusant de la regarder. Son avocate commença à lui faire dérouler leur récit, en commençant par notre rencontre, nos premières années de mariage et le moment où je serais devenu violent. Les larmes coulant sur son visage, Carol affirma que Robert n'aimait pas que je travaille de nuit. Je suis sûr qu'il pensait que je couchais avec des médecins toutes les nuits. Sa colère a grandi et il a finalement commencé à me frapper au visage. J'utilisais du maquillage pour cacher les ecchymoses au travail. Je restais chez ma sœur pour laisser les marques guérir avant de passer au quart de jour. Les choses allaient bien jusqu'à la prochaine fois où je devais travailler de nuit, et alors tout recommençait. Ma sœur n'arrêtait pas de me presser de le quitter, elle a même pris des photos de mes blessures en disant que j'en aurais besoin pour un divorce. Miss Johnston demanda, « Avez-vous trompé votre mari ?
Carole fit une performance magistrale, sanglotant en répondant « J'ai honte de l'admettre, mais oui. Je connaissais Bruce avant de rencontrer Robert. Je l'ai croisé près de la maison de ma sœur un jour. Il a vu les Ecchymoses et a été si gentil et compréhensif. J'ai développé de profonds sentiments pour lui. Nous avons fait l'amour plusieurs fois. Il m'a fait me sentir entière, comme une femme, pas une personne brisée qui pouvait être battue. » L'avocate guida Carole à travers la chronologie de ses rencontres avec Bénin, les événements précédant notre dîner d'anniversaire et ses suites. Carole décrivit avec indignation. Comment j'aurais prétendument exigé le retour de sa bague de fiançailles, menaçant de lui arracher le doigt si elle ne s'exécutait pas et de casser les mains fragiles de Bruce. Elle affirma que ma colère la terrifiait, car elle était convaincue que je mettrais mes menaces à exécution en raison de mon passé de cruauté. Elle raconta comment j'avais pris tous les bijoux que je lui avais donnés, bien qu'elle ne veuille récupérer que la bague de fiançailles. Son témoignage brossa un tableau vivant de moi comme un mari abusif et vengeur, tout en se présentant elle-même comme une victime cherchant seulement évasion et réconfort dans les bras d'un autre homme. Quand Carole revint chercher ses affaires, elle décrivit en larmes avoir trouvé sa robe de mariée réduite en cendres. Son avocate s'assit avec un sourire triomphant sur le visage. Les témoins suivants furent sa sœur Carrie, suivie de Stéphanie, puis de Bénin. Chacun donna un témoignage convaincant sur mon comportement inapproprié présumé, bien qu'aucun d'entre eux n'en ait été témoin direct, ils ne parlaient que de ses prétendues conséquences. Carrie confirma qu'elle avait pris les photos, ce qui fit apparaître un sourire visible sur le visage d'Heather. À la fin du témoignage de Bénin, il était déjà tard, et le juge ajourna l'audience au lendemain. Alors que je quittais le tribunal, Sandra s'approcha de moi et déclara à voix haute « Je n'ai jamais entendu de mensonge aussi dégoûtant ». Elle me serra dans ses bras, tout comme le reste de mes partisans. Mes parents, cependant, me regardèrent avec désapprobation. Ils avaient clairement fait leur choix. Le lendemain, Heather rappela Carole à la barre des témoins. Elle était extrêmement concentrée et chaque mot qu'elle prononçait semblait être une flèche dirigée directement vers Carole. « Mademoiselle Reese, » commença Heather, utilisant délibérément le nom de jeune fille de Carole, « vous affirmez qu'après avoir subi une nouvelle agression de la part de votre cher mari, vous avez rencontré Bruce Bénin, un homme avec qui vous aviez brièvement travaillé à votre hôpital. Il était si compréhensif, si charmant, que vous êtes tombé sous son charme. Cette histoire est-elle vraie ? » Carole rougit. « Oui. » Heather appuya sur un bouton et un enregistrement de Carole et moi parlant le soir de notre anniversaire fut diffusé dans toute la salle d'audience. « Tu étais le meilleur mari qu'on puisse désirer. Je te taquinerai toute la soirée. Je danserai seulement avec toi. Et quand nous reviendrons à la chambre, je te ferai chavirer comme jamais auparavant. » Heather sourit, sont cela les paroles d'une femme battue ? Carole hésita mais répondit, j'ai essayé de montrer que je tenais à lui, mais sa violence m'a forcé. Je le déteste. Heather ne relâcha pas la pression, pour votre 10e anniversaire, vous vous êtes habillé pour votre amant, mais vous avez professé votre amour pour votre mari. Vous lui avez dit combien vous l'aimiez, avez fait tout ce qu'une épouse aimante ferait dans une relation saine. Est-ce exact ? Carole bégaya, j'essayais de lui faire plaisir. Le ton d'Heather s'aiguisa, une actrice consommée jouant le rôle d'une épouse aimante, tout en prévoyant de le poignarder dans le dos. La nuit où vous vous êtes préparé à le taquiner, ce n'était pas pour lui, n'est-ce pas ? La réponse de Carole fut à peine audible, non. Heather se pencha, vous et votre amant avez décidé d'humilier M. Benson, dont le seul crime était d'aimer une tricheuse. Elle appuya sur un autre bouton et la salle d'audience entendit un enregistrement de Carole après qu'elle m'eut quitté, Robert, l'homme avec qui j'ai dansé est Bruce Bénin. Il est mon premier et unique amour. Le soupir que j'avais poussé dans cette conversation était audible, suivi de la continuation de Carole, lui et moi sortions ensemble avant que je te rencontre. Nous nous sommes vus plusieurs fois par an pendant qu'il se formait pour devenir neurochirurgien pédiatrique. Nous ne pouvions pas être ensemble, alors il était content quand je t'ai trouvé. Tu es une si bonne personne, un homme honnête et décent. J'ai apprécié mon temps avec toi, mais j'ai toujours aimé Bruce. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir tes enfants, cela t'aurait trop fait souffrir quand je suis parti et que je les ai emmenés avec moi. C'était parce que Bruce et moi étions enfin prêts à être ensemble. Il est maintenant chef de la neurochirurgie à l'hôpital de Leeds. Je suis désolé que tu souffres autant, mais pendant que nous étions ensemble, je me suis donné entièrement à toi pour que tu ne saches jamais que j'aimais quelqu'un d'autre. Si Bruce n'était pas revenu pour moi, j'aurais été heureuse de rester ta femme pour toujours.
L'enregistrement se termina par le son de mon réflexe nauséeux faisant écho à mon dégoût. Des halètements remplirent la salle d'audience. Carole parut secouée mais se reprit vite, disant « J'ai essayé d'adoucir le coup pour lui en ne le faisant pas passer pour de la violence. Je lui ai menti pour qu'il ne perde pas la face. » Heather appuya sur un autre bouton, révélant une vidéo de Carole devant notre maison disant « Tu as gâché la nuisette que j'allais porter pour Bruce. » Le visage de Carole devint pâle. Heather sauta sur l'occasion « Avez-vous dit que c'était pour votre mari ?» Carole ne répondit pas. Le sourire d'Heather était acéré mais dénué d'humour. « Vous mentez si facilement, mademoiselle Reese. Vous avez perfectionné cet art au fil des ans. Chaque fois que vous travailliez de nuit, vous avez prétendu que votre mari vous battait par jalousie et que vous alliez chez votre sœur pour récupérer. Est-ce vrai ?» Carole la regarda, apparemment désemparée. Oui. La confiance d'Heather ne fléchit pas, heureusement, votre mari tient des dossiers méticuleux. Examinons les dates où vous prétendez être chez votre sœur, du 9 au 14 mai 2019, du 26 au 31 décembre 2018, du 16 au 22 août 2018, du 9 au 14 mars. Est-ce 2018, et de nombreuses autres occasions depuis le début de votre mariage. Est-ce exact? Carole, maintenant visiblement sur la défensive, répondit sèchement, oui. Heather appuya sur un autre bouton. Sur les écrans de la salle d'audience apparurent des vidéos de Carole et Bruce ensemble dans divers hôtels aux mêmes dates qu'elle avait prétendu être avec sa sœur. Pour les dates sans preuve vidéo, des formulaires de réservation et des reçus de paiement furent fournis, confirmant leur présence. Heather se tourna vers le juge, ce matériel a été obtenu en vertu d'un mandat de perquisition délivré par la cour du shérif de Hamilton. Des copies ont été soumises au greffier et à Miss Johnston. Le visage de Carole se vida de son sang. Heather ne relâcha pas la pression, c'est remarquable, n'est-ce pas? Pas la moindre échymose ou blessure n'est visible dans ces vidéos, presque comme si elle n'avait jamais existé. Il semble que vous et Monsieur Bénin avez assez apprécié ces hôtels. Vous les avez visités chaque fois que vous prétendiez récupérer de la violence. Vous n'avez jamais été sauvé par votre sœur. Vous étiez sa maîtresse, déclara Heather. Le visage de Carole se tordit de colère, mais j'ai essayé de ne pas sourire. Derrière moi, j'entendais des rires étouffés de mes partisans. Heather, imperturbable, poursuivit avec encore plus de détermination, maintenant, examinons ces fantasmes financiers que vous avez présentés à la cour. Selon votre accord avec Monsieur Benson, les deux parties devaient verser une part proportionnelle de leur salaire sur un compte joint. Vous avez affirmé que vous vouliez préserver votre indépendance financière, mais ce n'était pas toute la vérité, n'est-ce pas? La réalité, c'est que vous vouliez cacher vos revenus à Monsieur Benson, créant un fonds secret au cas où vous décideriez de le quitter. Il n'était rien de plus qu'un outil pour vous. Les mots d'Heather fendirent l'air du tribunal. Vous avez menti pendant des années, prétendant être son épouse dévouée. Vous avez menti pendant des années sur le fait d'être une simple infirmière gagnant à peine plus que le salaire minimum. En vérité, vous êtes, comme Monsieur Benson l'a décrite, une maîtresse de convenance. Vous avez considérablement progressé dans votre profession, gagnant près de 4 fois plus que ce que vous déclariez à Monsieur Benson. Pourtant, malgré cela, vous n'avez jamais augmenté vos contributions au compte joint comme convenu. Au lieu de cela, vous vous êtes dépeinte comme étant en difficulté financière afin qu'il couvre des dépenses comme la location d'une nouvelle voiture ou une voiture que vous utilisiez pour poursuivre vos liaisons secrètes avec Monsieur Bénin. Vous n'avez même eu aucun scrupule à payer certaines de ces liaisons en utilisant des fonds du compte joint. Heather appuya sur un bouton et les écrans du tribunal affichèrent les relevés bancaires de Carole. Ils montraient des économies importantes ainsi que des revenus substantiels de son travail, des chiffres qu'elle ne m'avait jamais divulgués. Heather poursuivit, sa voix aiguisée et déterminée, la pauvre et humble infirmière qui ne voulait pas de promotion occupe en réalité le poste de 3e infirmière la plus expérimentée de son hôpital. Comment expliquez-vous ces obligations, qui ont été trouvées dans votre coffre-fort et sont à votre nom? Carole parut visiblement secouée, son reflet sur l'écran révélant son expression stupéfaite. Je restai stoïque, refusant de croiser son regard. Elle balbutia, je me suis occupé de moi après ces coups. Heather fut implacable, ces comptes appartiennent à mademoiselle Reese et reflètent les montants actuels des obligations certifiées. Elle remit des documents au greffier du tribunal et à mademoiselle Johnston, dont la confiance antérieure avait disparu. Heather sourit d'un sourire délibéré et calculé, vous réclamez votre alliance, un héritage familial. Mais une femme adultère ne s'attendrait pas à la garder, n'est-ce pas? Est-ce la sentimentalité qui vous motive,
peut-être un désir de vous souvenir d'un homme digne, d'un homme aimant, pas de quelqu'un que vous avez quitté après l'avoir exploité pour tout ce qu'il possédait. Carole, devenant défensive, tint bon, j'aime cette bague. Elle représentait tout pour moi, surtout après qu'il a brûlé ma robe de mariée. Je la veux de retour. Heather appuya sur un autre bouton, révélant une photographie à l'écran. Elle montrait Bruce Benin et Carol Reese lors d'une réception à l'hôpital 9 mois avant notre rupture. L'alliance était clairement visible à la main de Carol. Heather se pencha, le résumé du journal de cette soirée était tout un roman. Monsieur Benin exhibait fièrement la bague de fiançailles unique en son genre qu'il avait offerte à sa future épouse. Son ton s'aiguisa alors qu'elle répétait, il l'a donnée. La voix d'Heather s'éleva, elle ressemble remarquablement à la bague que Monsieur Benson a donnée par erreur à la femme qui prétendait être sa fiancée, n'est-ce pas? Un acte astucieux pour convaincre les administrateurs de l'hôpital qu'ils embauchaient un chef neurochirurgien dévoué. L'article mentionne même que l'hôpital préférait que ces chirurgiens soient mariés car cela les reliait à la communauté locale. Il ne s'agissait donc pas de sentimentalité ni même d'amour, il s'agissait du poste que vous convoitiez désespérément, le rôle de l'épouse du médecin. Vous avez besoin de cette bague pour maintenir l'illusion. Les mots d'Heather foudroyèrent. Vous et votre amant avez planifié de ruiner l'homme qui vous aimait, qui subvenait à vos besoins et vous donnait tout ce que vous vouliez. Votre amant vous a promis le mariage, malgré être un trompeur en série. Je me demande si le poste que vous convoitez si désespérément restera disponible après la fin de ce procès et combien de temps il durera. Le visage de Carol était figé sous le choc alors que les mots d'Heather lui parvinrent. Mademoiselle Johnston n'eut plus de questions, son assurance s'était évaporée, remplacée par la défaite. Le juge semblait sur le point de classer l'affaire, mais Heather n'avait pas terminé. Elle appela la sœur de Carol, Carrie, à la barre. Carrie marcha lentement jusqu'à la barre des témoins, visiblement nerveuse. Heather ne perdit pas de temps, admettrez-vous que vous mentez à ce tribunal en couvrant la liaison de votre sœur avec Bruce Benin? Carrie commença à pleurer. Oui, oui. Heather insista, avez-vous pris des photographies des prétendues blessures que Carol affirmait avoir subies? La voix de Carrie était à peine audible, non. La réponse d'Heather fut rapide, je signalerai vos actions à la direction de votre église. Un tel comportement antichrétien ne saurait passer inaperçu. Les yeux de Carol s'écarquillèrent de peur alors qu'Heather passait à autre chose, appelant Stéphanie à la barre. Stéphanie s'avança, droite mais visiblement tendue. Heather commença doucement, sa voix mesurée, depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette liaison? Stéphanie hésita mais répondit, la liaison était avec Robert. Carol a toujours appartenu à Bruce. Le sourire d'Heather se fit serrer, pourquoi avez-vous menti pour elle? Stéphanie se raidit, je n'ai jamais menti. J'ai seulement répété ce qu'on m'avait dit. Le ton d'Heather s'aiguisa, avez-vous déjà vu les ecchymoses qu'elle prétendait avoir? Stéphanie secoua la tête, non, mais elle était tellement bouleversée que je l'ai cru. Malgré des questions répétées, Stéphanie resta ferme dans son affirmation qu'elle était une victime involontaire, simplement aux côtés de son amie. Heather fut irréprochable, démantelant chaque argument sans laisser à Stéphanie la moindre échappatoire à ses mensonges. Finalement, Heather posa une dernière question, savez-vous seulement dire la vérité? Combien de petits amis avez-vous eu? Comptez-vous faire le même coup à votre mari quand quelqu'un de mieux se présentera? Demanda Heather sèchement. Stéphanie parut choquée, j'aime mon mari. Je ne ferai jamais ça. Protesta-t-elle. Heather appuya sur un bouton et une vidéo fut diffusée sur les écrans du tribunal. Elle montrait Stéphanie quittant une pièce avec le mari d'Amy, Grant, puis retrouvant Carol et Bruce. Stéphanie fléchit visiblement, ses jambes se dérobant alors qu'elle s'effondrait sur le banc. Du public, Amy cria, vous êtes damnés. Avant de quitter la salle d'audience en courant. La tension dans la salle était palpable. Heather se tourna vers le juge, votre honneur, puis-je demander la permission d'appeler un témoin supplémentaire avant de contre-interroger Bruce Benin? Le témoignage de ce témoin clarifiera tout pour le tribunal. Le juge accorda la permission. Plus tard, Bill me murmura que Benin semblait avoir une crise cardiaque quand Heather annonça le nom de Samantha Weissman. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant, mais bientôt une femme posée s'avança à la barre. Samantha Weissman était remarquablement soignée, presque comme si elle était la publicité parfaite pour un maquillage impeccable. Heather la salua avec un sourire, Mademoiselle Weissman, pouvez-vous s'il vous plaît indiquer votre profession, commença Heather. Samantha répondit avec assurance, je suis scénographe. Je travaille au théâtre,
au cinéma et à la télévision. Je me spécialise dans la création d'effets texturaux et d'illusions, ou l'utilisation du maquillage pour créer des expériences. Pensez aux artistes de rue qui utilisent la craie pour créer des nids de poules sur les routes ou des illusions de trains traversant les murs, c'est ce genre de travail que je fais. Heather hocha la tête, connaissez-vous Bruce Benin? Samantha hésita légèrement avant de répondre, oui, je l'ai rencontré lorsque je vivais à Bristol. Mon fils Alan a été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale bénigne et Monsieur Benin. J'ai à effectuer l'opération. Ce fut un succès, c'était il y a 8 ans. Heather poursuivit, comment Monsieur Benin a-t-il pris connaissance de vos compétences? Le ton de Samantha devint plus chaleureux, après l'opération d'Alan, sa motricité a été altérée pendant un certain temps. Je l'aidais à retrouver l'usage de sa main et de son bras en sculptant ses monstres préférés avec de la pâte à modeler. Monsieur Benin est entré un jour alors que nous travaillions. Il a été intrigué par mon travail et nous avons commencé à parler. Heather insista, et cela a-t-il mené à quelque chose de plus? Oui, admit Samantha. C'était proche d'Halloween et il m'a demandé si je pouvais le maquiller pour une fête. Il voulait apparaître comme un conjoint battu, plaisantant sur le fait que ses amis le taquinaient en disant qu'il était trop stressé, qu'il ressemblait à quelqu'un qui ne supportait pas le rejet. Il affirmait vouloir leur montrer qu'ils avaient tort. J'ai fait son maquillage pour 3 fêtes cette année-là, chaque fois rendant les ecchymoses plus matures à mesure que les blessures étaient censées vieillir. Depuis, je l'ai maquillé pour des événements similaires quelques fois de plus au fil des ans. La voix d'Heather s'aiguisa légèrement, outre Monsieur Benin, connaissez-vous quelqu'un d'autre dans cette salle d'audience? Samantha jeta un coup d'œil autour d'elle, oui, Carole et Stéphanie. Je les ai maquillés pour quelques fêtes à Liverpool l'année dernière. Elles m'ont dit que leur mari n'avait jamais porté la main sur elles, mais voulait voir la réaction de leurs amis. Heather appuya sur un autre bouton et des images de Carole et Stéphanie apparurent sur les écrans. Elle montrait les femmes avant et après le travail de maquillage de Samantha, qui transformait leur visage pour les faire paraître tuméfiés et battus. Heather se pencha vers Samantha, Mademoiselle Weissman, ce sont vos créations? Samantha hocha la tête, oui, ce sont les miennes. Heather sourit légèrement, mais sans chaleur dans son ton, avez-vous réalisé que ces photographies, votre travail, ont été soumises à ce tribunal comme preuve de prétendus abus physiques? Samantha haleta audiblement, ses yeux s'écarquillant, non. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, je les aurais contactés immédiatement pour clarifier la vérité. Heather hocha fermement la tête, merci, Mademoiselle Weissman. Mademoiselle Johnston n'eut aucune question pour Samantha. Elle parut complètement vaincue, sa confiance antérieure remplacée par le choc. Le juge semblait prêt à clore l'affaire, mais Heather n'avait pas terminé. Elle appela Bruce Benin à la barre. Alors que Benin s'approchait de la barre, 2 hommes entrèrent dans la salle d'audience et se tinrent à l'arrière. Leur présence troubla Benin, qui leur lança un regard nerveux. Je ne le quittais pas des yeux, impatiente de voir Heather le démanteler pièce par pièce. Mon sourire cruel trahissait mon anticipation. Heather commença, son ton froid et précis, Monsieur Benin, vous avez eu une liaison adultère avec Mademoiselle Reese avant qu'elle n'épouse Monsieur Benson, n'est-ce pas? L'arrogance de Benin était palpable alors qu'il répondait, non, je ne lui suis venu en aide. Heather le guida systématiquement à travers ses mensonges, exposant son arrogance alors qu'il détournait chaque question et saisissait chaque occasion de se vanter de ses réalisations. Alors qu'Heather resserrait l'étau, elle asséna son coup suivant avec un sourire calme et calculé, vous avez déclaré hier qu'il n'y a que récemment que vous êtes devenu intime avec Mademoiselle Reese, et seulement après que son mari l'aurait battue. Pourtant, aujourd'hui, j'ai montré à ce tribunal un historique de 10 ans de vos rencontres à l'hôtel, des rencontres qui s'étendaient sur plusieurs jours chacune. Souhaitez-vous expliquer cela, Monsieur Benin? Le sang-froid de Benin vacilla, mais sa voix monta avec frustration, non, nous ne sommes devenus proches que récemment. Heather ne relâcha pas la pression. De ces hôtels ont reçu des plaintes concernant du bruit provenant de votre chambre pendant vos séjours. Vos voisins mentent-ils? Benin resta silencieux, fusillant Heather du regard tandis qu'elle sortait d'autres dossiers. De plus, de nombreuses plaintes ont été déposées concernant votre comportement avec les femmes aux piscines des hôtels. Suggérez-vous que ces rapports sont également faux? Heather poursuivit son interrogatoire implacable, veillant à ne pas laisser Benin échapper à la vérité. Elle présenta des registres d'hôtels documentant de nombreuses plaintes pour troubles pendant les séjours de Benin. Heather exhiba les dossiers pour que la cour les voie et commença à conclure son argumentaire, vous avez menti pour cacher votre relation avec une femme mariée, vous avez menti à vos employeurs.
Prétendez-vous maintenant que tous ces dossiers sont fabriqués? Êtes-vous même un vrai chirurgien ou n'est-ce qu'une autre de vos supercheries? La colère de Bénin était palpable. Je suis un chirurgien, l'un des meilleurs, aboya-t-il. Heather rit froidement, vous êtes peut-être un chirurgien talentueux, mais en tant que personne, vous êtes répugnant. Elle pressa un autre bouton et une série de photos apparut sur les écrans de la salle d'audience. Les images représentaient Bénin comme une victime d'abus physiques. Accompagnant les photos se trouvaient des lettres montrant comment il les avait utilisées pour frauder plusieurs tribunaux et obtenir d'importants règlements financiers de femmes comme Betsy, qu'il avait manipulées. Heather révéla que les dossiers judiciaires de ces affaires montraient que toutes les femmes avaient nié l'avoir attaqué, ses propres dossiers confirmaient qu'il avait fabriqué ces accusations en représailles après le rejet de ses avances. Ces photographies, poursuivit Heather, étaient la preuve clé que vous avez utilisée pour convaincre les tribunaux que ces femmes vous avaient attaqué, malgré toutes les autres preuves contraires. Mais j'ai démantelé vos mensonges pièce par pièce. Bénin n'eut aucune réponse aux points critiques présentés par Heather, son masque d'arrogance fut arraché, révélant son schéma de violence et de manipulation contre les femmes. Heather porta le coup de grâce, vos collègues avaient raison à votre sujet. Vous ne pouvez accepter une femme comme votre égale, capable de rejeter vos avances pathétiques. Quand elles l'ont fait, si elles avaient des biens ou des moyens, vous les avez persécutées. Vous avez menti devant la cour. Vous êtes un homme petit dans tous les sens du terme. La rage de Bénin explosa. Maudite sorcière! Cracha-t-il, son accès de colère résonnant dans la salle d'audience, mais son arrogance fondit lorsqu'il commença à comprendre les conséquences qui l'attendaient. Heather, imperturbable face à son explosion, passa à la pièce de résistance. Elle présenta des enregistrements de réunions privées entre Carole et Bénin, ainsi que des lettres et correspondances qui mirent à nu leur collaboration. Bénin tenta de nier que la communication remontait aussi loin que Heather le prétendait, mais lorsqu'elle afficha leur plan détaillé pour m'accuser de violence domestique, la salle d'audience éclata en halètement. Le plan ne laissait aucune place à l'interprétation, c'était une stratégie calculée pour me ruiner et détruire ma vie. Bénin tenta de rejeter le plan comme des fantasmes d'amants qui n'auraient jamais été mis à exécution, mais Heather répliqua rapidement, c'est exactement ce que vous avez déjà fait. Vous avez trompé ses parents, son employeur et même mademoiselle Johnston, la convainquant de présenter ses mensonges à cette cour même. Heather exhiba d'autres documents et se tourna de nouveau vers Bénin, vous n'alliez pas vous arrêter là, n'est-ce pas? Vous aviez déjà un autre stratagème en marche, n'est-ce pas? Bénin le nia, mais son malaise grandit alors qu'il jetait un coup d'œil nerveux aux deux hommes au fond de la salle d'audience, puis à Carole. Heather pressa quelques boutons et le coup de grâce fut révélé, un plan élaboré par Bénin pour épouser Carole uniquement pour renforcer sa position de neurochirurgien en chef. Son objectif ultime était de maîtriser de nouvelles techniques en 3 ou 4 ans, de déménager aux États-Unis et de gagner des millions. Le plan détaillait comment Carole serait abandonnée une fois qu'il se lasserait d'elle. Il avait même esquissé 3 scénarios pour s'assurer qu'elle commettrait l'adultère, y compris un scénario de bondage les yeux bandés marqués d'un astérisque, l'utilisation de substances illégales et l'exploitation de son fantasme de « grand homme ». La salle d'audience fut plongée dans un silence stupéfait. Carole éclata en sanglots, ses rêves brisés et sa réputation en ruine. Je ne pus m'empêcher de sourire de satisfaction. Heather s'adressa à la cour avec assurance, « Monsieur Bénin a menti devant cette cour et d'autres pour obtenir des compensations financières. Je suis convaincu que les tribunaux seront sans pitié avec lui. Le shérif Griffiths de Hamilton a émis un mandat d'arrêt contre lui, que ses officiers sont ici pour exécuter au nom de ses victimes. De plus, j'ai obtenu une ordonnance du tribunal pour geler tous les avoirs de Monsieur Bénin, cette ordonnance a été exécutée ce matin. » Heather conclut en se tournant vers Carole, « J'espère que mademoiselle Rie comprend maintenant la différence entre l'homme qu'elle a si facilement trahi et un escroc qui exploite les femmes crédules pour compenser ses propres déficiences. » Alors que les officiers menottaient Bénin et le faisaient sortir de la salle d'audience, Heather m'appela à la barre des témoins. Je racontai mes expériences avec une honnêteté dévastatrice. J'expliquai comment, dans mon état de dévastation et de choc après avoir découvert leur trahison, j'avais jeté la nuisette de Carole à la poubelle et uriné dessus. Je décrivis le poids insupportable de leurs mensonges, comment ils m'avaient accusé d'être un agresseur, me faisant perdre la confiance de mes parents, mon emploi et de nombreux amis. Même si les accusations étaient fausses, les dommages à ma réputation m'avaient laissé sans emploi et isolé. Le shérif m'adressa solennellement la parole à la fin de l'audience, « Monsieur Benson, vous avez été entièrement disculpé et avez échappé à une grave erreur judiciaire. Vous êtes une personne vraiment décente, honnête et attentionnée,
exactement comme votre avocate l'a décrit au début. Vous méritez de trouver quelqu'un qui construira un bel avenir avec vous. Il conclut sévèrement, demain, je m'occuperai de ceux qui ont menti dans ma cour. Jim serra Heather dans ses bras, puis se tourna vers moi, m'enlaçant fortement. Bill, Sandra et les autres firent de même. Je remarquai ma mère pleurer silencieusement en arrière-plan. Elle avait perdu à la fois sa fille et son fils dans cette épreuve, et comme Dan me l'avait dit plus tôt, ses visites à ses petits-enfants étaient devenues de plus en plus rares. Le lendemain, le shérif prononça la dissolution du mariage et m'attribua une part des biens conformément à la loi. Carol semblait complètement dévastée, aucune compétence de maquillage de Samantha n'aurait pu dissimuler le temps qu'elle avait passé à pleurer. Le shérif précisa que mentir devant la cour entraînait de graves conséquences. Il expliqua que si Carol avait gagné et que la vérité avait éclaté plus tard, elle aurait pu faire face à plusieurs années de prison. Au lieu de cela, il l'a condamnée à une amende de $5 000 et lui a infligé une peine de 3 mois avec sursis. Il a également statué qu'elle devait payer mes frais de justice en totalité dans un délai d'1 mois, si elle ne le faisait pas, la peine avec sursis serait convertie en peine de prison ferme. Carrie et Stéphanie ont chacune été condamnées à une amende de $1000, qu'elles devaient payer dans les 30 jours. Benin, quant à lui, devait comparaître devant le tribunal de Hamilton. Le shérif Griffiths partagea plus tard ses réflexions avec Benin autour d'un café, lui faisant comprendre qu'il ferait face à de graves répercussions. Après l'audience, Heather, Jim et moi avons discuté des projets d'avenir. Heather prévoyait de signaler Benin au conseil médical général afin de tenter de le faire radier du registre médical. Pendant notre conversation, Jim reçut un appel du tribunal de Hamilton. Benin avait été placé en détention. Le shérif Griffiths avait clairement indiqué à l'équipe de défense de Benin que lors de la prochaine audience, il s'attendait à ce que tout l'argent que Benin avait volé à ses victimes soit versé à la cour, le non-respect de cette exigence entraînerait une longue peine de prison. De plus, Benin serait tenu de payer tous les frais de justice et toute autre dépense justifiable que les femmes avaient engagées en raison de ces fausses allégations. Même avec ces remboursements, Benin risquait toujours une peine de prison importante. Heather prévoyait également de faire appel au Conseil général des infirmières concernant le comportement de Carol, bien qu'elle sût qu'il serait difficile de réussir, les actions de Carol étant sans rapport avec son travail professionnel. Heather estimait qu'il était important de faire réfléchir les futurs employeurs avant de l'embaucher. Quant à moi, j'ai commencé à chercher un nouvel emploi, déterminé à avancer dans ma vie et à n'avoir plus rien à faire avec Carol. Heather me conseilla d'accepter la pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que je trouve un emploi stable. Je fus surpris lorsque Jim suggéra discrètement, « Prends un peu de temps avec Sandra. Pour une raison quelconque, tu sembles l'apprécier. Chaque fois que je lui parle, elle semble douce et attentionnée. Peut-être pouvez-vous vous aider mutuellement. » Elle a mentionné qu'elle ne peut pas être ce que tu veux, mais quoi que cela signifie, cela vaut la peine d'être exploré. Je ne dirai cela qu'une seule fois, après tout ce que tu as traversé, tu as besoin de voir un conseiller. Malgré ton attitude joyeuse, tu portes beaucoup de douleur. Tu ne nous trompes pas. Un conseiller peut t'aider à digérer ce qui s'est passé, à te retrouver et à reconstruire ta vie. Tu le mérites. Heather ajouta, ton histoire est digne d'un livre ou d'un film. Tu es un homme bon et honnête, Robert. Tu as traversé l'enfer, mais tu as maintenant la chance de te construire une belle vie. Alors que nous nous disions au revoir, Heather me fit rire, si tu penses que le shérif a été indulgent avec elle en ne la mettant pas en prison, il ne l'a pas été. Ma facture pour elle est d'environ $24 000. La tienne aurait été plus basse puisque tu as beaucoup aidé Betsy, mais ne lui dis pas ça. Plus tard, Dan passa me voir après le travail pour prendre de mes nouvelles. Il était ravi pour moi, bien que j'étais épuisé. À cause des nuits blanches causées par son nouveau-né. Dan et sa femme avaient récemment décidé d'avoir un 3e enfant parce que Dan voulait un fils, et maintenant il l'avait. Nos parents ne l'avaient pas encore rencontré. Dan m'offrit un travail de nuit, mais je refusai car je n'avais pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il me serra dans ses bras avant de partir en disant, « Tu trouveras quelqu'un de fidèle, Robert. Tu auras la famille dont tu rêves, sois juste prêt pour les couches toxiques avant que ce rêve ne se réalise. » Il rit en s'éloignant. Plus tard ce soir-là, Sandra, Josie, Michaela, Gordon, Bill et les autres vinrent célébrer avec moi. Ce fut une occasion joyeuse, pleine de rire. À un moment donné, Josie me surprit en me demandant de danser. Elle me tira près d'elle et sourit, murmurant, « Donne une chance à Sandra. Elle s'est toujours sentie liée à toi. Vous seriez bien l'un pour l'autre. »
Et sinon, elle me fit un clin d'œil, Michaela ou moi te trouverons quelqu'un. Elle rit, faisant semblant de boiter comme si je lui avais marché sur le pied. Quand les autres partirent, Sandra s'attarda. Robert, commença-t-elle d'une voix douce. J'étais sincère quand j'ai dit que je t'aiderais si tu avais besoin de quoi que ce soit. J'aurais aimé pouvoir être la femme dont tu avais besoin à l'époque. Je n'ai jamais été intime avec un homme et j'étais si effrayé. Ma mère m'a toujours dit des choses terribles sur l'intimité, et cela m'a laissé figé, incapable de décider ce que je voulais. Je n'arrive toujours pas à me défaire de ces pensées. Michaela, Josie et les autres, elles sont ouvertes à une bonne amitié avec toi, ou plus, mais toi, tu es une trop bonne personne pour être seule. J'ai vu comment tu interagis avec les enfants au travail, tu feras un père incroyable un jour, fais ce qu'il faut pour trouver l'amour. Avant qu'elle ne puisse partir, je lui pris doucement la main. Sandra, dis-je, d'une voix calme, je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. À l'époque, j'étais trop jeune et peu sûr de moi pour te soutenir comme tu en avais besoin, mais je tenais profondément à toi, tu étais mon premier amour. Jim dit que j'ai besoin de consulter un conseiller pour savoir qui je suis. Peut-être pourrions-nous tous les deux voir un conseiller et voir ce qui se passe. Tu as tes peurs concernant l'intimité et j'ai ce vide, peut-être qu'ensemble nous pourrons combler ces espaces. Sandra sourit, les yeux brillants de larmes. Robert, si nous faisons ça, c'est parce que je veux être avec toi en tant que partenaire et peut-être une mère à l'avenir. Tu le mérites. Je la serrai fort dans mes bras et l'embrassai. Elle marqua une pause et dit, essayons les séances de conseil psychologique. 2 semaines plus tard, le journal local affichait ma photo en première page. L'article d'accompagnement expliquait en détail comment j'avais été piégé. Personne ne doutait que j'étais une victime et la section des commentaires de la version en ligne reflétait l'indignation publique. Cependant, certains commentaires sur ce qui devrait être fait à Carole étaient si extrêmes qu'ils m'ont effrayé. Environ 8 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Heather. Y étaient incluses des copies de ces lettres au General Medical Council, au General Nursing Council et à la direction de l'église évangélique Cry. Heather n'a pas mâché ses mots en condamnant les actions de Benin, soulignant comment son comportement avait terni la réputation de la profession médicale. Elle a détaillé ses mensonges publics et ses révélations au tribunal, exhortant le General Medical Council à suspendre immédiatement sa licence médicale. Son timing était impeccable. Lors de la 3e comparution de Benin devant le tribunal, malgré le remboursement de plus de 250 000 qu'il avait escroqué à diverses femmes, le shérif Griffith l'a condamné à 5 ans de prison. Heather a soumis des photos du processus de maquillage de Samantha Weissman et de son témoignage au tribunal, qui ont également été partagés avec le procureur. La défense, après avoir reçu les preuves le premier jour de l'audience, a conseillé à Benin de plaider coupable dès la première occasion. Alors que cela aurait dû lui accorder une réduction de 33% de sa peine, le shérif Griffith a fait référence à des décisions de justice antérieures confirmées par la cour d'appel et a noté qu'il aurait pu imposer une peine de 7 ans si l'affaire avait été portée devant la haute cour. Il a envisagé de porter l'affaire là-bas pour une peine plus sévère, mais a finalement décidé de ne pas le faire en raison des retards causés par le Covid-19. Le shérif Griffith a conclu que la peine de 5 ans était appropriée dans les circonstances, car Benin était un consultant médical senior. L'affaire est devenue une histoire majeure, reprise par certains journaux nationaux. Il a été sévèrement critiqué dans les éditions du dimanche. Des journalistes m'ont demandé un commentaire, mais j'ai refusé, Dick. Larrant que j'étais encore trop abasourdi par la trahison pour faire des déclarations publiques. La lettre de Heather à la direction de l'église évangélique remettait en question l'aptitude de Carole à son poste et à ses futures promotions. Elle a souligné que Carole avait menti sous serment en tenant la Bible, mettant en évidence son mépris flagrant pour un commandement clé exigeant l'honnêteté parmi les membres de la congrégation. Heather a clairement indiqué que la position de Carole dans la hiérarchie de l'église deviendrait problématique. Je doutais que son mariage survive, le zèle de son mari pour la piété entrerait probablement en conflit avec ses actions. Pendant ce temps, j'ai appris au club de golf que Brian et Stéphanie s'étaient séparés, tout comme Amy et Grant. Sarah et Mark rencontraient également des difficultés, Mark devenant de plus en plus méfiant quant à la proximité de Sarah avec les autres. Quant à Carole, je ne m'en souciais plus, elle m'avait fait vivre un enfer pour finir elle-même trompée par son chevalier à l'armure rouillée. Le karma, comme on dit, est une chose cruelle. Quant à Sandra et moi, nous voyons 2 conseillers depuis plus de 3 mois, c'était difficile, mais nous nous sommes entraidés. Sharon, la conseillère de Sandra, l'a guidée à travers ses peurs et ses souvenirs traumatisants.
Je l'accompagnais à la plupart des séances, mais je ne restais généralement que pour celles directement liées aux causes de ses peurs. Sandra pleurait souvent en racontant les histoires de son passé et je la serrais tendrement dans mes bras. Sharon était excellente pour identifier les phrases clés dommageables que la mère de Sandra avait utilisées pendant son éducation. Avec le temps, Sharon a remplacé ces affirmations négatives par des positives, aidant Sandra à explorer ce qu'elle ressentait vraiment quand elle était avec moi. Quand le sujet tournait à l'intimité, je quittais généralement la pièce. Cependant, quand Sharon a commencé à discuter des fantasmes, elle m'a encouragé à rester et à partager mes pensées en tant qu'homme. Sharon a expliqué à Sandra que si certains fantasmes pouvaient être excitants, ils n'avaient pas besoin d'être réalisés, il était important de fixer des limites et de se protéger mutuellement. Sandra rougissait profondément pendant ces discussions, mais elle écoutait attentivement et commençait à s'ouvrir. Je voyais aussi une psychologue nommée Sarah qui m'aidait à déballer mes sentiments concernant Carole et notre mariage. Sandra me tenait dans ses bras tandis que je pleurais pendant de nombreuses séances. J'étais complètement perdu et Sarah m'a lentement aidé à démanteler le mur émotionnel que j'avais construit pour réprimer mes sentiments. J'ai détesté le processus au début, revivre la douleur semblait insupportable, mais cela a aussi révélé des vérités plus profondes, mes sentiments de perte, de confusion et ma soif désespérée de comprendre ce que j'avais fait de mal. Sarah m'a aidé à réaliser que la trahison n'était pas le pire, ce qui m'avait vraiment brisé, c'était à quel point Carole était prête à me détruire complètement. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était la malice calculée derrière ses actions. Cette réalisation m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être. Je ne reconnaissais plus la femme que j'avais épousée, ni moi-même. Sarah m'a assuré que je n'avais rien fait de mal. J'avais intériorisé ma colère parce que je ne trouvais pas de réponse. Elle m'a encouragé à tout écrire pour voir la situation en noir et blanc, comme pour résoudre un problème d'ingénierie. En faisant cela, a-t-elle dit, je comprendrai que la faute incombait entièrement à Carole et Bénin, les menteurs insidieux qui avaient orchestré le stratagème. Je n'étais pas à blâmer. Sandra m'a soutenu dans cette démarche, insistant pour que j'écrive mon histoire malgré mes nombreuses excuses. Finalement, elle a souri légèrement et a dit, si tu le finis, je te récompenserai. Cela m'a finalement poussé à le terminer. Après avoir relu mon récit plusieurs fois, j'ai vu la vérité, je n'étais pas à blâmer. Aucun de mes amis ne soupçonnait ce que Carole faisait, car pour nous tous, notre mariage avait semblé idéal, nous nous disputions rarement et je croyais vraiment qu'elle m'aimait. Il n'y avait rien que j'aurais pu faire pour empêcher leur stratagème. À vrai dire, je dois encore travailler à tout accepter, mais savoir que j'ai ruiné leur plan et leur vie encore plus qu'ils n'ont ruiné la mienne me donne un sentiment de résolution. Finalement, j'ai appelé Sandra et j'ai dit, j'ai fini. Elle a dit qu'elle serait là bientôt. Je ne savais pas quelle serait sa récompense. Sandra était une boulangère incroyable et me taquinait souvent à propos de ses scones. J'ai toujours aimé ses miches, aussi bien celles qu'on cuit que les métaphoriques. Nous avions passé énormément de temps ensemble récemment, nous serrant dans les bras au cinéma ou à la maison. Notre contact physique était limité, mais l'intimité émotionnelle que nous partagions était indéniable. Les négociations que nous avions eues concernant notre relation et nos vies partagées étaient tout simplement brillantes. Nous avons découvert tant d'intérêts communs, même s'il y en avait quelques-uns dont je ne voyais pas vraiment l'intérêt, mais j'étais heureux qu'elle le voie. Par exemple, elle ne voyait pas l'attrait du golf, le décrivant comme « une belle promenade gâchée ». Je ne pouvais pas contredire son sentiment. Sandra avait récemment parlé à Sharon de son amour pour les enfants et de son espoir d'en avoir un jour. Il semblait que le conseil psychologique de Sharon l'avait vraiment aidé, comme en témoigne notre dernière séance ensemble. Il y avait un sentiment croissant de possibilité entre nous, et pour la première fois, je sentais que nous construisions un avenir ensemble. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Quand j'ai ouvert, Sandra se tenait là, l'air nerveuse. Je l'ai invitée à entrer et j'ai proposé de prendre son manteau. Elle hésita, retroussant la lèvre comme elle le faisait toujours quand elle était stressée, et je remarquai un étrange mélange de peur et de détermination dans son expression. Elle soupira lourdement, haussa les épaules et retira lentement son manteau, révélant qu'elle était seins nus en dessous. J'étais stupéfait. Avant que je ne puisse dire un mot, Sandra parla, sa voix tremblante mais pleine de résolution, « Robert, je ne pourrai jamais te tromper comme ça. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. J'avais tellement peur ce soir, mais je voulais faire ça pour nous. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la première fois. C'était tendre, émouvant et tout ce que j'aurais pu espérer. Quand ce fut terminé, elle sourit timidement et murmura,
tu étais tout ce que j'attendais et plus encore, le plus grand plaisir que j'ai jamais eu. Merci d'être toi. 2 semaines passèrent et tout dans ma vie semblait changer pour le mieux. J'étais d'une humeur incroyablement joyeuse. Je venais de commencer un nouvel emploi chez un concurrent, chez Enterprises, et il me payait encore plus que mon employeur précédent. Mon nouveau patron, Nal Davison, semblait être un homme formidable. Quand il m'a interviewé, il a confirmé tout le positif que j'avais entendu sur lui, et son attitude compatissante envers ce que j'avais traversé n'a fait qu'accroître mon respect pour lui. Malgré sa gentillesse, il ne m'a pas ménagé pendant l'entretien, il a examiné en profondeur mes compétences en ingénierie. J'ai apprécié son équilibre entre compréhension et professionnalisme. Sandra et moi passions la plupart de nos soirées ensemble, notre lien ne faisait que se renforcer de jour en jour, et je ressentais un niveau de bonheur et de satisfaction que je n'aurais pas cru possible quelques mois auparavant. Alors que je réfléchis à notre histoire, je pense aux rebondissements qui nous ont menés ici. La vie peut être imprévisible, et parfois les moments les plus sombres peuvent mener aux résultats les plus lumineux. À mon avis, le mari de cette histoire, si vous me permettez de me considérer comme un personnage de ce récit, a été intelligent dans la façon de gérer les défis qu'il a rencontrés. Tout le monde n'aurait pas deviné comment les choses se dérouleraient, ni combien de force il faudrait pour en arriver là. Que pensez-vous de cette histoire, et à la prochaine fois.